Bienvenue dans les capsules de la TC Box avec moi-même Charlie. Aujourd'hui, j'ai une invitée spéciale. Comment tu vas? Ça va très bien. Ça va en forme? Ça va, merci de m'accueillir. Merci d'avoir répondu à l'invitation, Sarah. Ça me fait grave plaisir. C'est normal. Pour information, Sarah, c'est la femme de Baro Sarré. Bien sûr que j'ai fait le cumul derrière, c'était très, très stratégique de ma part, ne vous inquiétez pas. Mais c'est la famille, donc tranquille. Sarah, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Bonjour, donc moi c'est Sarah, je suis entrepreneur depuis 10 ans. Aïe aïe aïe. Voilà. Aïe aïe aïe. Je travaille avec ma sœur, avec qui je suis tout le temps. Donc ça fait bizarre d'être dans un podcast sans elle d'ailleurs. Donc voilà, on forme un duo de travail, un duo dans la vie aussi. Et voilà, et en fait on est dans l'entrepreneuriat autour de la beauté. Plus précisément dans les ongles. Donc voilà, est-ce que je vais plus loin ou est-ce Bien que sûr. Voilà. Donc du coup, on a des salons de beauté, on a un centre de formation et des produits professionnels. Ok. Donc c'est vraiment voilà le milieu de l'ongle, mais voilà en mode 360 degrés. Donc voilà, on essaye de faire prospérer notre entreprise depuis 10 ans, voilà. Des femmes entrepreneuses, non, des vrais boss, des vrais boss. C'est quoi ton parcours scolaire? Moi, j'ai fait un BTS commerce international. Ok. Après, j'ai fait un master en marketing digital. Ok. Et voilà. Donc voilà, ma spécialité, c'est vraiment... aujourd'hui, ce que je fais dans l'entrepreneuriat, clairement, ça allie les deux. Commerce international, parce que avec la marque, on travaille beaucoup avec l'étranger. Et le marketing, qui est essentiel quand t'as un business. Voilà, faut toucher à tout. Et le marketing, aujourd'hui, c'est très important. Mais quand t'as fait ton parcours scolaire, t'as dû voyager, non? Ouais, j'ai fait des stages à l'étranger. Ok. Où exactement? À New York. Ok. Voilà, donc c'est vrai que ça m'a appris à apprendre un peu mieux l'anglais, parce que c'est vraiment fondamental. Aujourd'hui, je parle tous les jours anglais avec mes fournisseurs, etc. Donc, je pense que c'est un passage obligatoire. Ok. Voilà, soit d'y aller en stage, ou soit de faire quelques mois y travailler. Mais en tout cas, ouais, l'anglais pour les Français, c'est... Tout le monde le sait. Hein. Tout le monde le sait, c'est Voilà. la base. Mais quand tu es au State, tu as eu des opportunités d'ouverture d'esprit par rapport à des business ou pas? En fait, j'étais très jeune. Donc en fait, là, j'étais dans mes études, commerce national, ça me faisait rêver. Je me voyais dans des postes, directrice marketing, des choses comme ça, tu vois. Donc j'étais quand même pas mal dans ça. J'étais pas encore dans l'entrepreneuriat, même si il y a des petites choses qui commençaient à arriver. Après, je faisais du mannequinat à l'époque. Donc, ah oui, c'est vrai en plus. Ouais, donc du coup, quand j'étais là-bas, j'ai travaillé un peu voilà, dans ça aussi. Ok. Et voilà. Et après, je suis revenue, j'ai continué mes études. Et voilà. En fait, très vite, mon parcours scolaire s'est arrêté au master. Ok. Et en fait, j'ai directement été dans l'entrepreneuriat. J'ai jamais été salariée pour de vrai au final. Sérieux? Ouais. De ta vie? Non. Parce qu'en fait, quand j'étais en master, j'étais en alternance dans une agence de marketing. Donc, j'étais chef de projet. Donc, je gérais des projets, par exemple, tu sais, Société Générale, voilà, des grosses Orange, voilà, des projets marketing opérationnels de ce type-là. Ok. Et après, en fait, ils m'ont proposé un CDI. Directement? Voilà, okay. Après mes études, après mon alternance. Et là, je m'étais dit, soit en fait, je me lance directement avec eux et je commence mon CDI. Et en fait, le truc, c'est que j'avais déjà commencé avec ma sœur de vendre des petits produits. Donc, j'achetais des produits en gros. Tu vois, on avait lancé une marque qui s'appelle Nail Patch Me à l'époque. Ok. Qui commençait à être connue, même si on n'avait rien. Tu vois, on commençait à avoir des collabs et tout. Et en fait, je m'étais dit, si je reste là, je me sentais un peu enfermée, sachant qu'on commençait à avoir des opportunités et tout. D'un autre côté, l'offre, elle était bonne, qui me proposait, tu vois, pour l'époque, en plus en junior, en post-junior. Et j'ai dit, non, en fait, non. Non, merci. Carrément. Ouais, j'ai refusé. Et en fait, du coup, c'est pour ça que j'ai toujours été entrepreneur, en fait. Ok. Ouais, direct après mes études. T'as des parents qui avaient un restaurant, si je me trompe pas. Ouais. Et ça t'a pas donné goût à entreprendre? Si, clairement. En fait, mes parents, c'est vraiment le point de départ. Nous, on a vécu avec ma sœur et mon frère. Ils ont toujours eu des restaurants dans lesquels on avait la maison juste à côté. Ok. Donc, on était vraiment genre en immersion dans leur travail. J'ai travaillé tous mes week-ends, tous mes samedis soirs, on travaillait au restaurant. Ça nous a appris la valeur du travail, le travail dur. Donc aujourd'hui, on n'a pas peur de travailler, on n'a pas peur de faire des choses un peu reloues, etc. Mais clairement, ça vient de là, parce que mon père,
mon père c'est un businessman dans l'âme, tu vois, et ma mère elle a cette rigueur, donc en fait c'est vraiment le combo gagnant, tu vois. Putain, c'est incroyable. Donc on a tout pris d'eux, clairement. Aujourd'hui je m'en rends compte. Mais ton frère aussi il est entrepreneur? Ouais, alors mon frère il est dans la musique. Ok. Ouais, il est dans la musique, donc il a ce côté très créatif aussi, tu vois, ambitieux, tu vois. Donc ouais, on a tous pris. Chapeau, franchement chapeau. Qui de tes proches t'a inspiré en tant qu'entrepreneur? Franchement, mes parents. Que tes parents? Ouais. Okay. Je reviens sur ça. Mon père, donc il est d'origine congolaise. Il est arrivé vers 12 ans. Et en fait, il a toujours eu des business. Donc très tôt, il a été serveur au début, mais très tôt, il a ouvert un premier restaurant. Donc à l'époque, il faut savoir que c'était pas comme maintenant. Déjà, il s'est mis avec une blanche, il a eu des enfants métis, c'était pas commun comme aujourd'hui. Il a ouvert un restaurant, premier restaurant qui s'appelait Sarah Couscous d'ailleurs. Non. Parce qu'en fait, voilà, bon bref. Et Sarah Couscous, c'est génial. Ouais. Et en fait, mon père, il a jamais eu de problème sur via sa couleur de peau. Enfin, moi, j'ai jamais vu ça. Hein. Mon père, il a toujours eu des projets, il les a menés à bien. Et en fait, ça n'a jamais été un problème pour lui. Il a jamais fait ressentir ça parce que je pense que lui-même, il était tellement solaire avec tout le monde qu'il a jamais eu de tels problèmes. Donc ça a vraiment été mon modèle et mon équilibre, tu vois, me dire que en fait. J'ai jamais vécu avec l'idée que quelque chose pouvait te bloquer ou te mettre des bâtons dans les roues. En fait, du moment que tu as un projet et que tu t'entoures bien, etc., tu vois. Et donc, du coup, mes parents, ça a été vraiment le combo. Tu vois. Tu penses qu'aujourd'hui, tu as vécu de la discrimination par rapport à ta couleur de peau? Comme tu as un côté blanc, un côté noir, tu vois, ça peut peut-être avoir des freins ou peut-être même des opportunités peut-être? Ouais, vraiment plus d'opportunités parce que je pense que j'ai eu la chance d'avoir un équilibre au niveau de ça, un équilibre parfait. C'est-à-dire que ma mère elle est blanche, j'ai eu sa culture, son éducation et mon père pareil, sans que l'un ou l'autre soit mis en retrait. Et ça m'a vraiment aidé, je pense, d'avoir un équilibre familial, social. Et au contraire, non, ça m'a toujours aidé. Je pense pas que ça m'a... Et quand bien même, en fait, j'ai pu vivre des choses, peut-être que parfois, quand tu ressens pas ces choses-là, tu les vois pas. Et du coup, tu les vis pas. Tu vois? Je comprends. À quel moment tu as eu le déclic d'entreprendre? Réellement? Tu penses que c'est quand quand tu vendais tes vernis en gros? Il y avait du coup ces produits, c'était des stickers pour les ongles. Et en fait, vu que j'avais voyagé aux États-Unis, etc., il y avait beaucoup de produits innovants comme ça, et en France, il n'y en avait pas. Et j'ai commencé à faire des recherches sur Internet, etc. Et là, j'ai commencé à trouver des grossistes à l'étranger. Et en fait, c'est comme si... Enfin, c'était il y a 10 ans, donc c'est beaucoup moins facile que maintenant. Non, plus du coup. Ah, tu m'as fait peur là, je me suis dit, attends, mais j'ai raté un truc là. Parce que c'était à la fin de mon master, donc j'avais 24 ans. Ça fait on va dire 11-12 ans. Et donc du coup je me suis dit mais j'ai trouvé ce fournisseur là, c'est un truc de ouf. En fait je peux acheter ça et le revendre ici, il y en a pas. Enfin c'est comme si je venais de trouver, pour moi c'était la révélation quoi, tu vois. Et du coup après je trouvais d'autres fournisseurs et d'autres et je me suis dit non mais là vraiment c'est dingue. Et donc c'est là où je me suis dit il y a quelque chose à faire en fait. Mais c'est comme si c'était au fond et il fallait juste quelque chose pour que ça démarre. Mais avec ta sœur, ça a toujours matché à ce point-là? Ouais, en fait, on a toujours été très proches. Après, quand tu grandis, les écarts d'âge se voient de moins en moins. Nous, on a 3 ans et demi d'écart. C'est ma grande sœur. Ta grande sœur, c'est ta grande sœur. Et donc, du coup, on était très proches. Plus on grandissait, plus on était proches, tu vois. Et en fait, on s'est très vite... c'était naturel, tu vois. Dès qu'on a lancé le projet, en fait, c'était à 2 qu'on le faisait, et voilà. Si c'est naturel, c'est normal. Ouais, franchement, c'était même pas une question. Il y a même pas de question qui s'est posée de dire qui fait quoi, comment on le fait. Ta sœur, elle a pas pris un peu le lead dans le sens où dire je suis la grande sœur, c'est moi qui commande. Eh ben non. Ah ouais? Ouais. Ok. Non, franchement, après travailler avec sa sœur ou son frère ou quelqu'un de sa famille, ça s'apprend, c'est comme un couple. Tu dois travailler pour que ça se passe bien. Tu vois, tu dois essayer de l'équilibre, ça se fait pas tout de suite, mais tu vas prendre les forces de l'un, les forces de l'une, etc. Et encore aujourd'hui, on s'ajuste parce que c'est pas toujours parfait, mais on sait qu'on est dans le même bateau et qu'on n'a pas le choix. Donc, quand il y a des désaccords ou quoi, il faut les résoudre. Mais ça reste c'est génial parce qu'en fait, t'as quelqu'un sur qui te reposer.
parce que bah moi, les entrepreneurs comme toi qui sont seuls, franchement, je me dis, chapeau, quoi. Pourquoi? Bah parce que je sais qu'avec ma sœur, par exemple, moi, quand ça va pas, et ben je sais qu'elle a du boost et vice versa, tu vois. Après, c'est vrai que toi, tu t'es sûrement entouré et tout ça, mais c'est vrai que c'est quand même comme lourd quand t'es entrepreneur, tu vois, de tout le temps tout gérer, tu vois. Je comprends ce que tu veux dire. C'est vrai que tu me mets une petite colle là quand même. Je vois ce que tu veux dire. Ah c'est pas la même pression que tout seul et à deux sur la même Non, truc. tu vois, c'est un peu dilué. Ouais, tu peux dispatcher les choses, ouais. C'est ça. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Donc, quand tu pars sur le projet avec ta sœur, vous y croyez à 100% directement? Ah ouais, toujours. Ah ouais? Comment tu fais? Alors que tu sais que ça se trouve, ça va pas forcément bien marcher, tu vois. Quand je lance un projet, après, si tu y vas et que tu continues, c'est que t'as analysé quand même. Tu vois. Ouais, mais t'as pas de garantie que ça marche. Non, mais t'as des éléments clés et des éléments d'observation qui font que tu analyses le marché. Après, j'avoue, tout ce qui est, et ça je conseille de le faire un peu plus profondément, et c'est ce qu'on a fait sur les projets qui ont suivi, tous les analyses financières, les bilans financiers, il faut mieux les faire. Mais je veux dire, la veille concurrentielle, l'analyse du marché, le manque sur le marché, tout ça tu l'analyses et tu te dis que ouais, il y a un... Mais ça, on t'a appris à l'analyser ou t'as appris sur le tas? Non, en fait, j'ai fait des études dans le marketing, donc clairement, c'est ce qu'on fait, tu vois, analyses, etc. J'ai eu mon expérience aussi en chef de projet. Donc en vrai, tout ça m'a aidé. Ok. Ouais, parce que moi, je parlais plus sur le côté quand tu n'as pas forcément les codes pour en arriver là. Donc, comment tu fais pour pouvoir arriver au niveau que tu es arrivé, par exemple? Ouais, alors soit c'est tes études qui vont te donner certains tips qui vont te dire ah ok, en fait j'ai le déclic, il faut que je fasse ci, ça, tu vois. Soit c'est les études, soit ça peut être l'expérience professionnelle, mais il faut que ça parte de quelque part, tu vois. Donc si t'as pas eu la chance de faire des études, tu peux très bien faire des stages ou faire même un boulot à l'étranger qui va t'amener sur ça. Je pense qu'il faut... Moi, depuis que je suis jeune, je fais énormément de choses. Depuis que j'ai 17 ans, j'ai fait hôtesse, j'ai fait du mannequinat, j'ai travaillé pour des marques de bijoux. Ils m'ont envoyé à New York faire des salons. J'avais 18 ans, je parlais à peine anglais, je prenais des commandes à je sais pas combien. En fait, j'ai toujours foncé, multiplié les opportunités. Incroyable, c'est incroyable. Ouais. À 18 ans? Ouais. Oh là là. T'avais pas de stress, rien? Si, mais je l'ai fait. Parce qu'en fait, j'aime bien les challenges. Et en fait, quand tu multiplies les opportunités, tu multiplies tout, tu multiplies les contacts, tu multiplies les opportunités de rencontrer des gens qui te donnent même une idée qui plus tard mûrira dans ta tête. Et en fait, c'est ça, pour moi, la richesse en fait d'une carrière, tu vois, c'est d'accumuler les opportunités parce que si tu restes dans ton coin, La première boîte, vous la montez en quelle année? 2013-2014, on était en auto-entrepreneur pour cette marque de patch, tu vois, de Nail Patch Me. Ouais. Ça s'appelait Nail Patch Me. Et ensuite, très vite, on a basculé donc avec Citadium, l'ouverture du premier salon de beauté. Oh là là, on va y arriver, Citadium. Ouais. Citadium, c'est une dinguerie. Attends, moi j'ai toujours eu du mal à comprendre comment vous avez fait pour avoir Citadium. En fait, nos produits, en fait, c'est toujours des petits cheminements, le petit chemin qui suit son cours, c'est-à-dire que nos patchs, donc les stickers pour les ongles, on les vendait chez Citadium. Ok. C'est-à-dire qu'on avait réussi à rentrer dans le magasin. Ok. En vente, juste en vente. Hein. En vente. Ok. Donc, on faisait des animations là-bas. Tu vois, on mettait une table et on posait nos produits aux filles. Donc, les filles venaient se faire une manicure, elles étaient contentes, etc. Et en fait, ça marchait très bien. Il y avait une queue de fou à chaque fois et tout ça. Et nous, on avait vraiment envie de continuer l'expérience. Mais on faisait que du produit pour l'instant. On n'avait pas de service. Okay. Et donc, on s'est dit, étant donné qu'on n'a pas encore le budget pour faire une marque de produits, multiplier les références et tout ça, eh bien, on va faire un salon de beauté. Tu vois ? Et là, en fait, il se trouve qu'à cette époque-là, Citadium voulait féminiser l'offre. Ok. Parce qu'avant, Citadium, c'était très mec. Ouais, c'est vrai. Aujourd'hui, Citadium, tu peux trouver, c'est mix, tu trouves des trucs géniaux pour les femmes et tout. Et on est arrivé là, en fait. Et donc, du coup, on s'entendait très bien avec eux, on a toujours été très sérieuses. Et du coup, on leur a proposé. Ah, c'est vous qui avez proposé ? Je sais plus comment ça s'est
je sais plus comment ça s'est passé exactement. Peut-être qu'on leur a proposé et qu'ils cherchaient, ou qu'ils cherchaient, je sais plus. Mais en gros, ça matchait en même temps, en fait, tu vois. Attends, mais moi, je suis impressionné parce qu'on passe d'achat de produits d'ongles à rentrer chez Citadium. Ouais. Ouais. Non, mais c'était quelque chose qui nous dépassait. C'est une dinguerie, là, ce que tu racontes. C'est une dinguerie. Ouais. Mais est-ce que tu te rends compte de l'opportunité que tu as eu au moins? Ouais, franchement. Maintenant ou avant? Non, même sur le coup, on s'en est rendu compte parce qu'en fait, nous, on voulait vraiment faire un nail bar. Donc, un nail bar, c'est un salon de beauté donc pour les ongles à l'anglophone. Ok. Tu vois, il y avait beaucoup de concepts comme ça en Angleterre où tu avais des magasins un peu stylés qui avaient des corners ongles avec du nail art, etc. Tu vois, il y a une dizaine d'années. Et en France, il n'y en avait pas encore. Et nous, pour faire ce concept-là, on voyait vraiment que Citadium. C'était vraiment genre, il n'y a pas d'autre endroit pour la mode urbaine et tout. Châtelet, mais Citadium, en fait, c'est un endroit qui vraiment, qui respire ça. Oui, en plus, géographiquement, il est si bien situé. Voilà, et donc c'est le groupe Printemps, donc c'est quand même un prestige, tu vois. Donc voilà, et donc du coup, nous, on a réalisé très vite que c'était génial. Et du coup, on a passé quand même 8 ans là-bas. Où on a eu au début un stand de 7 mètres carrés, et après on est passé à 24. Et voilà. Donc c'était génial. Ma question que je me pose, moi j'aime bien les détails, comment vous réagissez quand vous commencez à vendre tout ce qui est manicure, à passer au step supérieur qui est Citadium? Qu'est-ce qui a été la démarche? Bah déjà, la démarche, c'était de se former. Parce que en fait, je viens du marketing, ma sœur de la com, on est habile, on posait nos stickers, mais de là, enfin là je te parle technique, mais là c'est d'autres choses, c'est de faire du gel, de faire des choses plus compliquées, tu vois. Donc il faut se former. Donc on s'est formé. J'étais la première à me former avec ma sœur, parce que du coup elle s'occupait d'autres choses et elle s'est formée juste après. Et du coup je me suis formée, je crois, en août, et en octobre j'étais dans mon salon en train de le faire, quoi. Oh my God. Ouais. Oh my God, c'est incroyable. Même ma formatrice, que on est toujours amis aujourd'hui, elle a un niveau de fou maintenant aussi. Elle est jury pour des compétitions d'ongles, etc. Elle me dit, mais t'étais folle à l'époque. Je me suis dit, mais elle est ouf, elle vient se former alors qu'elle ouvre son salon 2 mois après, tu vois. Et genre, c'était pas commun? Bah non, parce qu'il faut s'entraîner en fait quand même. Après, je me suis entraînée comme une ouf. Et le travail, il était bon, quoi, tu vois. Donc ça veut dire, attends, tu t'arrives à Citadium, tu sais pas forcément poser les ongles? Si, ben je me suis formée, mais il y a pas longtemps. Ouais. Ouais. Mais après, j'ai l'expérience. Mais t'as un culot, il est monstre quand même. J'ai l'expérience d'avant parce qu'on faisait beaucoup, je t'ai dit, d'événementiel, mais c'était pas c'est pas des prestations hyper techniques, tu vois. Là, c'était plus technique. Et au début, bon, après, on a eu des salariés, etc. Mais au début, c'était nous qui faisions les ongles. Tu te formes, 2 mois après, t'as Citadium. Ouais. Tu poses les ongles sur des femmes. Ouais. Mais pour faire ça, il faut une confiance incroyable quand même. On est bien d'accord. Bah oui, mais comme je t'ai dit, la confiance en ce que tu fais. Je savais que j'apportais quelque chose d'innovant, que les filles, elles allaient kiffer, parce que moi-même, j'aurais bien aimé trouver un salon comme ça quand je me promène, tu vois. Donc en fait, ça allait au-delà de tout, tu vois, la croyance en notre projet. Mais ça justifie pas que tu peux être apte à poser des ongles 2 mois après. Bah si, parce que tu t'entraînes, c'est possible. Et aujourd'hui, je suis formatrice, donc tu vois. Là, tes culot, il est monstre, ça. Ouais, mais après, il faut avoir du culot, c'est vrai. Il faut avoir du culot, mais il faut pas se planter. Parce que tes clientes, quand elles venaient, nous, on voulait absolument que les clients soient contentes et reviennent. Ouais, mais t'aurais pu le planter, là, justement. J'aurais pu me planter. D'expérience. Bien sûr, j'aurais pu me planter. Mais non, et quand bien même, parfois, parce qu'au début, même si j'étais très très bien entraînée, tu vas faire des erreurs. Mais le relationnel est très important, tu vois. La relation cliente, la fidélisation, etc. Donc, même si tu fais une petite gourde, eh ben, la fille, en fait, elle t'aime bien, donc elle va revenir. Et puis, la fois d'après, depuis, tu t'es encore amélioré. Et puis après, c'est bon, tu vois. Donc, tu veux me faire comprendre qu'au début, ils ont un seuil de tolérance. Il y a un seuil de tolérance qui peut être équilibré par la sympathie. Ouais. Mais faut pas que ça soit non plus de la merde, tu vois. Faut que ça soit quand même bien. Et après, voilà, c'est une relation qui s'installe. Incroyable. Dans la beauté, c'est vraiment une relation qui s'installe. Et après, non, la qualité de travail, elle doit être là. Et après, j'ai refait plein de formations après pour me perfectionner, etc. J'ai jamais lâché. Jusqu'à maintenant, on est formatrice, mais on continue à faire des formations, que ce soit en physique ou en ligne. Je prends des formations pour avoir tout le temps, tu vois, Être à jour. Être à jour, ouais.
Ok. Mais moi, ce qui me dérange, c'est que de base, tu vendais que des produits pour les ongles. Ouais. Et là, on parle de formation d'ongles. Ouais. Moi, on est toujours dans les ongles. Mais, non, toujours dans les ongles. Bah, c'est un truc que tu maîtrises. Mais Ouais. c'est quoi qui te pousse à te renouveler? Alors, c'est... Alors, ce qui pousse à renouveler, c'est en fait, je pense que quand tu es entrepreneur, tu dois tout le temps faire des moves. Tu vois. C'est-à-dire que, ok, on avait une petite marque, Nail Patch Me, enfin une petite marque. On a quand même fait des belles collabs avec des grosses marques. Comme qui? Comme Uniqlo, American Retro, Public, les magazines. On était dans tous les magazines, Grazia, etc. On a fait beaucoup de presse, parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup de presse. Il y en a encore beaucoup, mais il y avait moins Instagram. Donc, voilà. Donc, tu dois, en fait, à chaque fois, avoir un temps d'avance et réagir. C'est-à-dire que, bon, cette marque-là, il fallait autre chose. On a réagi, on a lancé les salons de beauté. Tu vois, aujourd'hui, les salons de beauté, on les a, mais on a fait autre chose pour d'autres raisons. En fait, le business, le projet, il est jamais fixe. Il faut tout le temps l'adapter par rapport à toi, tes besoins et par rapport aux faits. Par exemple, si les chiffres suivent pas, etc., il faut rebondir. Il faut faire autre chose, même si c'est il faut faire les choses différemment ou bien agrémenter d'autres projets à ton projet, voilà. Faut jamais s'arrêter, en fait. Je suis bouche bée, là. Non, mais t'es d'accord? Tu me parlais tout à l'heure et c'est ta vision aussi. Non, c'est ma vision. Mais de l'entendre de quelqu'un qui est en face de toi, tu te dis, ah bah quand même, je suis pas fou. Parce que quand tu parles de ça aux gens, ils disent, mais t'es un ouf, qu'est-ce que tu racontes? Déjà, si ton business, il marche, c'est bien. Tu vois? Ouais, mais non, parce que c'est toi qui conduis le bateau, donc faut avoir une longueur d'avance, tu vois. Incroyable, ta punchline, elle est incroyable quand même. Franchement, elle est incroyable. Ouais. Donc, on a Citadium. Ouais. Qu'est-ce qui se passe après? Donc, ce qui se passe après, c'est que 4 ans après, on lance un deuxième salon. Mais cette fois-ci, un salon avec pignon sur rue. Parce que là, au Stadium, on a un corner beauté, donc on a un espace à l'intérieur d'un centre commercial, on va dire. Okay. Là, on prend un autre local parce qu'on commence aussi la formation. Donc, il nous fallait un local où on pouvait faire et de la formation et notre salon de beauté. Okay. Donc du coup, à Paris, on commence les recherches C'était compliqué, mais on a trouvé notre local de rêve et qu'on a réussi à avoir. C'était pas facile, mais on a réussi à le décrocher. Compliqué par rapport à quoi? Parce que il y avait d'autres personnes qui étaient dessus, qui l'ont gagné au début. On l'a perdu, on l'a repêché. Ah ouais? Comment ouais, parce qu'en gros, on l'a perdu. En face d'autres personnes, je crois d'ailleurs, ils voulaient faire une salle de sport. Ouais. Et au final, ils se sont rétractés. Okay. Et ma sœur a revu cette annonce, du coup l'annonce du local. Et du coup, elle a sauté dessus. Et du coup, vraiment, avec la force des choses, les propriétaires, elles se sont dit, en plus, ces deux sœurs, bon, c'est bon, vous avez gagné, quoi, vous l'avez, votre local. Incroyable. Voilà. Donc du coup, dans ce local-là, on commence la formation parce que au bout de 5 ans, on sent vraiment qu'on peut apporter quelque chose et qu'on avait envie de former, on avait envie de passer à autre chose. Et donc du coup, on commence la formation. Donc en bas, on a un espace formation et en haut, un espace manicure, pédicure pour notre salon de beauté. Ok. Il fait combien de mètres carrés votre local actuellement? Il fait 94 mètres carrés. Donc c'est 3 fois la surface que tu avais avant? Oui, ouais. Là, c'est vraiment une boutique, tu vois. Ouais, une boutique... voilà, on a une belle adresse aussi, c'est important. On est dans le 16e, vers place Victor Hugo. Donc, ah ouais, c'est gros, hein. Ouais, c'est gros. Bien. Ouais. Très bien. Mais est-ce que quand tu commences à vendre tes patchs, tu te dis, on va atteindre ce niveau-là ou avoir cette vision de avoir mon propre salon à moi avec tout ce que tu fais aujourd'hui? Pas exactement cette vision-là, parce qu'en fait, il y a des choses qui sont venues après, tu vois, vu qu'on a commencé par le produit. Mais je savais, mais même aujourd'hui, tu vois, genre, je me dis que, on peut faire plein de choses. J'ai toujours, en fait, cet engouement, cette excitation du projet. Et voilà, de me dire, en fait, non, ça peut marcher, ça marchera, ouais. J'ai toujours eu cette idée-là, ouais, de me dire, ça va le faire, en fait, tu vois. C'est ouf. Ta sœur, elle pense comme toi aussi? Ouais. On est assez raccord, ouais, sur la vision. On est assez raccord sur la vision, clairement. On est comme des jumelles. C'est incroyable. Ouais. Moi, il y a un truc qui me déplaît sur les réseaux, c'est que tout le monde dit il faut entreprendre comme si c'était facile. D'accord? Ah ouais. En face de moi, j'ai une vraie boss
Je veux t'expliquer Ouais. quelles difficultés t'as rencontrées pour en arriver là. En fait, je pense que le problème avec les réseaux, il y a quelque chose qui est bien parce que je trouve qu'il y a cette génération-là, elle fonce. Tu vois, elle a pas peur parce qu'elle voit beaucoup d'exemples. Elle voit surtout la fin. Tu vois, le résultat. La finalité, ouais. Voilà. Mais du coup, ça leur apporte vraiment une impulsion. Donc, cette énergie, je trouve très bien. Mais il faut pas qu'il y ait de déception parce que c'est vrai qu'au début, c'est vraiment pas facile. Nous, on a passé des mois et des mois sans avoir de paye. Et ça, tout entrepreneur le connaît, tu vois. Des grosses concessions pour se dire que, OK, on fait ça là parce que demain, ça marchera. En fait, si tu crois à ton projet, tu vas accepter ça. Parce que tu as une vision tellement forte de ton projet, une ambition, que ça te dérange pas. Parce que tu sais que c'est bon, demain, ça ira. Mais parfois, ces périodes-là sont longues. Donc, il faut être endurant, en fait, vraiment. Quand tu parles d'endurance, ça veut dire quoi pour toi, l'endurance ? L'endurance, c'est accepter de passer par des phases difficiles, mais ne pas baisser les bras. Vraiment être conscient que, OK, je passe par là. Il faut aussi peut-être déterminer un temps parce que ça peut pas être indéfini parce qu'après la motivation elle baisse trop, mais voilà, il faut se dire il va y avoir des bas, il va y avoir des hauts et après il va y avoir des rebas, tu vois, il y a beaucoup de schémas comme ça qui représentent la vie des entrepreneurs, et c'est vraiment ça. Après, quand il y a des bas, il faut tenir, quand il y a des hauts, il faut les vivre, et il faut être content, il faut se féliciter de ce qui a été fait. Et quand il y a des bas, il faut être entouré. Et voilà, et pas hésiter à demander de l'aide, à s'entourer de personnes, même d'autres professionnels. Le premier salaire que vous êtes versé, c'était au bout de combien de temps ? C'est un peu difficile à dire. Peut-être après la première année de salon. Première année de salon ? Ouais. Donc presque un an, pas sans salaire, mais tu vois, zone de transition. Ouais. Après, quand tu fais aussi des projets, une reconversion, tu as aussi une période où, par exemple, moi j'étais salariée, tu as une période où tu es indemnisé par Pôle emploi, tu vois, où tu leur expliques que tu fais un projet, etc. Et ça, ils le prennent en compte et ils te suivent dans ça. Okay. Donc c'est intéressant aussi pour faire une transition, tu vois. Comment ça te payer un an après ton ouverture de salon ? Ouais, à peu près. Tu parles de Citadium ou tu parles du nouveau salon ? Donc du coup, Citadium. Comment tu restes accroché à ton projet, sachant que c'est qu'un an après tu te payes ? Tu restes accroché à ton projet parce que tu vois que ça marche, que ça plaît et qu'il y a un gros potentiel. Voilà comment tu restes attaché. C'est suffisant pour tenir ? Oui, c'est suffisant pour tenir parce que si tu fais les calculs, ils sont bons normalement. Tu vois ? Donc si tu te dis que... Tu vois, ça sent bon. Ça sent bon. Mais il n'y a rien qui garantit que ça va marcher. Non. Mais tu es là, c'est ton projet, tu veux aller où de toute façon ? Je sais pas. Tu vois ? Tu peux peut-être esquiver. Mais non, pas tout de suite. Ok, je reviens sur Citadium. Comment tu rentres là-bas ? Ça se passe comment ? Tu payes un pourcentage ? Tu payes un loyer ? Ça se passe comment ? Ouais, là-bas, ça s'appelle une concession. Ok. Donc en fait, c'est un pourcentage du chiffre d'affaires qui est versé. Ok. Et qui représente... en fait, ça représente un loyer, ça représenterait en termes de chiffre un loyer à Paris, quoi. Tu vois, à peu près, un peu plus cher parce que t'as quand même l'image, t'as le flux, les places sont très très chères. Le prestige du centre commercial. Il y a beaucoup de marques qui veulent y être. Il y a beaucoup de marques qui partent. Ah ouais. Parce que si tu fais pas les chiffres aussi, tu peux ne pas rester. Tu vois, rien n'est assuré. Ouais. C'est une certaine pression. C'est pour ça qu'on a toujours été très reconnaissants envers Citadium parce qu'en fait, ils nous ont très vite fait confiance. Parce qu'ils auraient pu prendre des marques très installées, tu vois, pour faire leur salon de beauté. Et en fait, ils nous ont fait confiance, ils nous ont donné notre chance. Et ça, on a toujours été très reconnaissante pour ça. C'est ouf. Donc aujourd'hui, tu ouvres ton salon de beauté dans le 16e. Ouais. Tu multiplies ta surface par 3. Ouais. Comment tu l'aménages ? Comment tu fais ? Tu prends des salariés ? À Citadium, tu as des salariés ? Ouais, j'ai des salariés à Citadium. Donc, du coup, on en a aussi à Victor Hugo. Okay. Donc, on a 2 équipes. Donc, on met en place 2 équipes. On met en place 2 responsables. Une responsable dans chaque salon. D'accord. Et donc, du coup, là, on a une grosse activité de salon de beauté qui tourne avec les turnovers des salariés à gérer. Ça, c'est une grosse partie quand tu es entrepreneur dans le service. La gestion des salariés, c'est vraiment quelque chose à prendre en compte
Ça, c'est pour ça que je suis tout seul. C'est un très gros point. Ouais. Ça, je suis tout seul. Ça prend beaucoup de temps et d'énergie. J'ai eu l'humain là. Ah là là là. Après, on a eu des super années avec des équipes incroyables. En fait, quand t'es entrepreneur, pour moi, il faut, quand ça va, c'est bien, ça va jusqu'à ce que ça aille plus. Les salariés, c'est comme ça, t'as une équipe, j'ai des équipes géniales jusqu'à ce que ça aille plus, mais c'est super, voilà, t'as fait ces mois-là avec une super équipe, t'as fait des super chiffres. Et ben après, il faut renouveler. En fait, il faut être dans cet état d'esprit-là. Sinon... Je comprends. T'as Citadium et ton salon en même temps? Ouais. Ou t'as que ton salon direct? Non, les deux. Les deux? Ouais. Ok. Donc t'as une équipe à gérer? Ouais. À Citadium? Ouais. Qui continue à fonctionner? Ouais, avec une responsable là-bas aussi. Ok. Toi, tu gères quoi? Tu gères le nouveau truc ou tu gères Citadium? Alors, ta sœur, il y a une Citadium, une qui gère... Ouais, alors du coup, on commence à faire de la formation. Donc moi, je vais plus sur le pôle formation. Ok. Et Nina, elle est vraiment... elle gère Citadium et elle gère aussi Victor Hugo. Et en fait, moi, je suis un peu en sous-marin et je commence en fait à développer ce qui sera notre prochain projet. Ok. Qui est la formation et les produits. Ok. T'avais déjà la vision de la formation depuis le début ou non? Ou pas du tout? En fait, la vision de la formation, elle est venue assez vite quand... déjà, quand moi, je me suis formée, j'ai pas trouvé la formation... Ma formatrice était géniale, mais l'école n'était pas terrible. Ah ouais? Donc, déjà, à cette époque-là, je me suis dit, bon, pas terrible, tu vois. Okay. Et après, quand j'ai commencé à avoir de l'expérience, j'ai voulu faire des perfectionnements. Maintenant, il y a beaucoup plus d'offres. Mais à l'époque, c'était pas terrible non plus. Donc, encore une fois, face à un besoin... Quand t'es entrepreneur, voilà. Ouais, mais parce que pour toi, c'est beaucoup plus facile parce que vu que tu viens de ce cursus scolaire, c'est logique pour toi. Ouais. Mais une personne qui entreprend du jour au lendemain, c'est pas logique pour elle. C'est pas logique, sauf si, en fait, elle a acquis une expertise dans son domaine et qu'elle voit un manque. Et ben, en fait, elle va savoir faire un cours. Et savoir transmettre, en fait. Ouais, tu vois, t'as pas besoin d'avoir fait des études pour ça. Après, effectivement, si t'as fait des études, par contre, le côté académique, moi, je sais que je suis très scolaire, et ben, ça m'aide, cette rigueur, elle m'aide dans cette partie-là de mon travail. Je comprends. Franchement, super intéressant. Donc, aujourd'hui, tu fais les formations. C'est quoi le prochain step? Alors là, le prochain step, après la formation et les salons, ça a été de créer notre marque de produits. Mais ça s'arrête jamais en fait là. C'est un truc de... Non, parce que encore une fois, quand tu as des salons, tu as besoin de beaucoup de produits. Et du coup, moi, je sais que j'ai importé beaucoup des États-Unis, ça coûtait cher, etc. Ouais. Et à un moment donné, je me suis dit, mais j'ai envie de créer ma marque. Et en fait, avec ma sœur, vu qu'on avait déjà quand même l'expertise des produits qui était notre premier business, qu'on n'avait pas pu continuer par manque de moyens, on connaissait quand même le circuit des fournisseurs. On allait à l'étranger. On a été à l'étranger rencontrer des fournisseurs, etc. Ah ouais, donc, carrément. Voilà, on était dans le circuit depuis longtemps. Donc du coup, cette marque, en fait, elle était vraiment sous-jacente. Elle était là, en fait. Et il y a 2 ans, on l'a lancée pour de vrai, avec le site internet, la marque, l'identité visuelle, tout, qui est Core Paris. J'allais dire, c'est quoi le nom de la marque que tu viens de citer? Core Paris. Ouais. Ok. Mais j'aimerais savoir tout ce que tu as dû sacrifier pour pouvoir mener ces projets à bien. Parce que les gens, ils aiment trop vendre du rêve. Oui, fais ci, fais ça, tu vas réussir comme ça. Alors que des fois, tu sais que c'est beaucoup plus compliqué. Ouais. Alors, les sacrifices, ils ont pas été au début tant financiers. Ok. Parce qu'en fait, avec ma sœur, on s'est lancé à Citadium, on n'a pas fait de prêt. Ok. On a fait en fonds propres, on s'est débrouillé. Ok. On a fait avec moins de 5000 balles ce qu'on avait. On a créé notre stand. Ok. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est autofinancé à chaque fois. Tu vois. Après, par contre, quand on a ouvert le 2e salon, là, on a fait un prêt, mais qui n'était pas énorme, parce qu'on voulait toujours faire attention quand même. Mais on a quand même fait un prêt, parce qu'il y avait des travaux, etc., qu'on a eu plus facilement, parce qu'on avait commencé avant. Et on avait eu la première entreprise. Donc c'est pour ça aussi, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils peuvent pas décrocher un gros prêt tout de suite. Mais en vrai, tu peux faire une petite version de ton entreprise, avoir des bons résultats, qui te permettront après, pour le step d'après, de débloquer, parce que la banque, elle va dire, ah bah ok, t'as quand même fait ça, là, donc je te fais plus confiance que si tu arrives et que t'as encore rien fait. Je suis d'accord avec toi, à 200%. Et voilà. Et aujourd'hui, on a les opportunités pour faire comme des versions bêta, des petites choses de nos projets, mais le faire vraiment bien avec des résultats, et après, le faire en plus grand, en fait, tu vois, petit à petit.
Tu conseilles, toi, avec ton expérience aujourd'hui d'entrepreneuse, de commencer petit ou commencer directement grand? Non, c'est vraiment au cas par cas. Je peux pas dire je conseille ci ou ça, parce que si t'as un projet qui demande beaucoup de fonds et que tu trouves un investisseur, ben il faut y aller, parce que si ton bilan financier, si ton prévisionnel est bon et tout ça, il faut y aller, tu vois. Et si tu fais petit, tu vas mettre beaucoup de temps à y aller. Tu vois, nous malgré tout, on a mis quand même du temps avant de faire les choses, tu vois. Ouais, mais aujourd'hui vous êtes référencé dans Paris. Ouais, dans Paris, parce que je veux dire en France non, mais. Ouais, mais c'est vraiment au cas par cas. Tu penses? Ouais, c'est au cas par cas. Mais en tout cas, si c'est bloqué, s'il n'y a pas d'opportunité de prêt, voilà, si la banque elle est frileuse, eh ben plutôt que de rien faire, essayer de faire une version plus petite. Comment t'as réussi à fidéliser ta clientèle? Ouais. De ta vente de vernis à ton salon? De ma vente de vernis à mon salon, c'est-à-dire? Comment t'as gardé ta clientèle? C'est la même clientèle ou c'est où? Ah, des produits, tu parles? Ouais. Alors, en fait, la marque Core, du coup, on l'a créée. C'est des produits qui ont servi pour nos salons, donc on les utilisait. Donc ça, déjà, j'étais hyper contente d'utiliser mes propres produits dans mon salon. Pas la même chose. Hein. C'était génial. Et ensuite, on faisait des formations, donc depuis plusieurs années. Donc ça veut dire que nos élèves, déjà, c'était nos premières clientes. Okay. Donc en fait, mes élèves, je les forme avec mes produits et après, elles rentrent dans le métier et elles-mêmes viennent se fournir pour travailler en fait. Ok. Tu vois. Donc en fait, c'est mes élèves qui ont été mes premières clientes, si tu veux. Donc voilà. Et après c'est pas des clientes que j'ai converties, mais c'est des nouvelles clientes qui sont arrivées. Du coup, tu vois, des professionnels, etc. Okay, Ceci dit, il y a beaucoup de clientes du salon qui sont venues apprendre le métier. Ah ok. Ouais, j'en ai beaucoup. Que t'as formé. Ouais, du coup qu'on a formé. Incroyable. Ouais. Incroyable. Le Covid, qu'est-ce qu'il t'a fait? Il t'a chatouillé? T'as eu peur? Il s'est passé quoi pendant Ouais, on a eu peur quand même, ouais. Ah parce ouais que à l'époque, on n'avait pas la marque. D'ailleurs, la sortie, elle a été reculée à cause du Covid de la marque. On avait les salons, donc clairement, on a dû fermer, tu vois. Donc ouais, on a eu peur, mais on n'a pas baissé les bras. À chaque réouverture, on avait du monde. Vraiment, on a essayé de garder le cap et on l'a gardé, tu vois. Après, c'est plus aujourd'hui, et je pense que c'est le cas de pas mal d'entreprises, c'est plus aujourd'hui que tu as un peu les retombées négatives, tu vois, des échéances que tu as pu faire, etc. Donc ouais, c'est plus maintenant, je trouve que c'est difficile, parce que après le Covid, il y a eu genre un essor, tu vois, les gens ils avaient envie de sortir et tout. De conquérir le monde, de sortir, de ouf. tu vois. Donc ouais, c'est plus maintenant. Je vois beaucoup d'entreprises d'ailleurs qui ferment ou qui changent de business, etc. Donc ouais, je pense que c'est maintenant qu'on le ressent. Après le Covid, moi perso, au final, c'est des bons souvenirs en famille, quoi. Ça, on pourra pas l'enlever, ça. Parce que ce côté-là, c'est le meilleur côté. Est-ce que tu penses que tout le monde peut être entrepreneur? Non, je pense pas. Pourquoi? Je pense pas parce que... Tu sais que là, tu vas tuer des rêves, là. Non, mais parce qu'il y en a qui seraient pas heureux. En fait, moi, le but, c'est d'être heureux. Je pense, en fait, l'humain, le but, au fond, c'est ça. Non, mais être heureux, c'est tout est relatif. Hein. Oui. Mais si tu n'aimes pas le challenge, si tu es un peu frileux, t'as des profils qui sont plutôt faits pour avoir des grosses responsabilités en entreprise et qui sont géniales pour ça et qu'un entrepreneur ne pourra pas faire. Ouais. Tu vois, enfin moi j'ai des copines qui ont des postes, j'admire parce que c'est un truc de fou quoi. Elles ont une pression qu'elles arrivent à gérer, etc. Mais d'un autre côté, elles arrivent à gérer cette pression parce qu'elles ont cette stabilité. Quand tu es entrepreneur, la stabilité, tu peux l'avoir parce que tu travailles pour, tu mets tout en place pour, mais elle dépend beaucoup de toi, donc voilà, t'as beaucoup plus de pression et c'est pas un long fleuve tranquille. En fait, faut aimer se remettre en question. Ça t'y arrive ça? Oui. Tout le temps? Bah oui, c'est pour ça qu'on change, qu'on s'adapte, après on se remet pas assez en question. Jamais, l'humain se remet jamais assez en question, mais on essaye, du moins. Je comprends. On s'enfonce pas dans, on se laisse pas couler. Quelle a été ta plus grosse peur depuis le début de ton projet? Ça concerne mes enfants, parce qu'en fait. À chaque salon, à Citadium, j'étais enceinte de mon fils
Et à l'ouverture de Victor Hugo, j'étais enceinte de ma fille. Ok. Donc en fait, ma vie de famille, elle est très importante. Et du coup, en étant entrepreneur, je me suis dit que je veux pas que ça empiète sur ma vie ou que ça m'enlève du temps. Donc en fait, tout ce que j'ai fait, c'est toujours dans l'optique de passer plus de temps. Donc effectivement, quand j'ai eu mon fils, c'était Citadium, j'ai un peu plus travaillé. Ceci dit, j'essayais toujours de garder du temps avec lui. Mais après, quand ma fille elle est arrivée, par exemple, ça faisait plusieurs années déjà qu'on était entrepreneur. Et donc, j'avais plus l'emploi du temps dont je rêvais. Et ce pourquoi j'avais travaillé depuis 4 ans. Je l'avais là pour ma fille. Donc voilà, le mercredi, moi, je suis avec mes enfants, je travaille pas. Là, tu me parles de temps. Ouais. Parce que les gens ils vont pas comprendre de quoi tu parles. Ouais. Là, tu parles de temps. Ouais. Tu m'arrêtes si je me trompe. Hein. Oui. En tant qu'entrepreneur, le temps vaut cher. Oui. On parle pas d'argent, on parle de temps. Oui. Ok, d'accord, très bien. Je vais juste le clarifier. Parce que les gens, des fois, ils vont pas capter de quoi tu parles. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Parce que quand tu dis maintenant Oui. j'ai meilleur emploi du temps. C'est la qualité de vie. Ouais, voilà. Pour moi, c'est la qualité de vie. Après, chacun a ses objectifs. Moi, je travaille pour avoir une belle qualité de vie. Pour moi, c'est ça, la liberté et la valeur d'un travail aujourd'hui. C'est de se dire, en fait, je suis libre et je suis contente parce que je passe du temps avec ma famille. Et voilà. Et ça, pour moi, c'est un luxe. Et je fais ce que j'aime. Voilà. Et je fais ce que t'aimes. Voilà. Après, chacun a ses envies différentes, tu vois, mais il faut écouter ses envies et faire son chemin en fonction de cette envie. Et voilà. Je suis d'accord avec toi. Aujourd'hui, tu aspires à quoi concrètement? Aujourd'hui, j'aspire à continuer le chemin dont je te parle, là. D'être voilà, heureuse dans mon travail, de stabiliser mon entreprise, et voilà, de faire prospérer ma marque. Et les formations, voilà, de toujours s'accrocher et se battre, quoi. Ok. Bon, franchement, je suis très admiratif de ce que vous avez fait. J'ai préparé ce podcast et tout. Je me dis, j'ai découvert des trucs en cours de route. Je me dis, c'est incroyable tout ce qu'elle a fait, sachant que je te connais. Il y a des trucs que j'ai même pas vu passer. Ouais, merci. C'est un truc de malade. Tu les féliciteras ta sœur aussi, au passage. Ouais, je ferai. Une question, moi qui me taraude, c'est que je te parle en tant qu'entrepreneur. Est-ce que tous les soirs, tu dors bien, paisiblement? Alors, il y a des années où le stress en fait pouvait atteindre la qualité du sommeil, etc., mais pas sur de longues périodes. Maintenant, beaucoup moins. J'ai toujours en fait eu le désir de vraiment me reculer du stress. Après, avec ma sœur, on est de nature très positive, donc je prends tout ça avec du recul. Tu vois, ça reste que un projet. En fait, toi, tu es une personne, tu es un entrepreneur. C'est ce qu'on a parlé un peu tous les deux. En fait, il faut vraiment dissocier le projet de ta personne, tu vois. Moi, je suis moi. Voilà, ma famille sera toujours là. Moi, je serai toujours là. Je sais ce que je vaux. Mon projet, demain, il peut s'arrêter. Mais je ferai autre chose parce que j'en suis capable. J'ai des capacités, j'ai de l'expérience, j'ai tout ce qu'il faut. Et donc, voilà, ce que je te dis, il faut vraiment croire en soi. Ça t'aide. La confiance en soi, la croyance en soi, ça t'aide parce que t'as moins peur. Demain tout s'arrête, ben c'est pas grave, je vais faire autre chose, je suis capable, je sais faire, tu vois. Je suis d'accord avec toi. Mais c'est pas si facile dans les faits, mais il faut quand même se le dire pour l'intégrer en fait, tu vois. Je suis complètement d'accord. Tu penses qu'il faut une extrême confiance en soi pour faire un peu ce que tu fais ou pour arriver à un vrai stade Ouais, il faut de la confiance en soi. Après, la confiance en soi, elle s'acquiert et elle se travaille. T'as pas juste ok, moi je suis quelqu'un qui a confiance en moi. Non, t'as confiance en toi parce que t'as travaillé dur, t'as réussi des objectifs, ou t'as fait telle formation, ou t'as fait. Ça dépend de toi. C'est toi qui crée ta confiance en toi. Je suis d'accord. Tu vois. Donc oui, tout le monde est capable d'avoir confiance en soi. Je suis d'accord. Au final. Est-ce que tu penses qu'on doit laisser des éléments extérieurs restreindre ta confiance? Ou te faire perdre confiance. Par exemple, comme un échec, si demain tu montes ta boîte, ça marche pas, tu peux perdre confiance en toi ou perdre l'estime de toi. Ouais, mais je pense après, c'est des périodes par lesquelles tu passes, mais qui t'aident et qui font partie de la chose. Moi, les échecs qu'on a eus, ça te renforce. Ça te renforce et il faut l'accepter, tu vois. En France, c'est très mal vu, l'échec. Mais par exemple, aux États-Unis, les investisseurs, j'avais lu un truc, les investisseurs, ils investissent plus dans les entrepreneurs qui ont eu des échecs que dans les nouveaux entrepreneurs. Alors qu'en France, ça va être plus... Bah oui, parce que celui qui a fait des échecs, il connaît, il sait ce qu'il faut pas faire. Donc logiquement, celui qui a eu des échecs, il est plus riche.
C'est vrai. Tu vois? Ouais. Plus riche d'expérience, c'est vrai. Plus riche d'expérience. Très bien. En tout cas, Sarah, merci. Merci à toi. Venue à ce podcast, c'est super gentil, super intéressant ton parcours. Franchement, c'est remarquable. Tu peux être fier de toi. Merci. Je sais pas si tu te rends compte de tout ce que tu as réalisé là. Bah, si, oui, on s'en rend compte. C'est bien, on est content, mais le chemin, il n'est pas fini. C'est jamais fini. Non, c'est pas fini, mais bon, quand même, à un moment donné, il faut savourer un petit peu quand même. Oui, il faut savourer chaque étape. Je suis d'accord. Franchement, en tout cas, d'avoir tenu 10 ans dans une vision et d'arriver à ce stade-là et à chaque fois passer des steps, franchement, chapeau. Très inspirant. Merci. En tout cas, Sarah, merci de ton invitation. Ta participation, pardon, excuse-moi. C'est toi qui m'invites. C'est moi qui t'invite, exactement. Et tu féliciteras ta sœur aussi pour moi, parce que je pense que ce que vous faites en plus en famille, c'est génial. C'est génial, moi j'adore. Merci beaucoup. Merci à toi et je vous dis à bientôt pour un nouveau podcast. À Ciao. bientôt, au revoir.